Quand tu connais pas vraiment l'amour, dès que tu le vois quelque part, bah tu vas. C'est soit je vends mon corps, soit je vois autre chose. Je tombe enceinte. Il m'attrape par le cou. Moi je garde son téléphone, quand même je suis prête à tout pour garder son téléphone. Ou soit, bah limite c'est la mort pour moi quoi. Bienvenue dans POV+, le podcast qui célèbre des voix et des points de vue uniques. Salut Romane. Salut Liona. Ça va ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter ? Moi c'est Romane, j'ai 23 ans et je suis passionnée par l'audiovisuel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance ? Bah j'ai grandi tout simplement avec mes deux parents, ma grande sœur. Ça se passait bien, mais avec mon papa j'avais une relation un peu compliquée. On m'a quand même donné de l'amour quand j'étais petite. Mais quand j'ai commencé à grandir, un peu dans l'adolescence, bah, mon papa me donnait pas trop l'amour que j'attendais, donc je me suis réfugiée vers les garçons. Ok. Tes parents étaient ensemble ? Oui, non, ils étaient ensemble, mais juste sous le même toit. Mais sinon, ça, au niveau relationnel, ça n'allait pas, quoi. D'accord, donc t'avais pas un bon modèle non. de couple. Ok. Bah, pour être honnête, j'ai jamais vu d'amour entre eux, donc... D'accord. Et est-ce que tu sais l'expliquer aujourd'hui pourquoi ton papa a montré de l'amour quand t'étais plus jeune et pas après quand t'as grandi ? Non. D'accord, t'as jamais discuté de ça avec lui ? Non, jamais. D'accord. Ça se manifestait comment ? Par des comportements un peu violents. Ok. Quand je faisais mal mes devoirs, des trucs comme ça. Ok, donc pour récapituler, t'as grandi dans un environnement où t'as pas vu vraiment de l'amour de façon uniforme, constante, etc. Et dans un environnement plutôt violent au final. Oui, un peu. Okay. Quelquefois, ouais. Donc c'était quand même ta base, ton socle, ce que tu connaissais. C'est ça. Et donc après, t'as dit que tu t'es réfugiée chez les hommes. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Bah, quand tu connais pas vraiment l'amour, dès que tu le vois quelque part, enfin tu penses le voir, bah tu vas. T'as pas forcément de modèle, donc dès que quelqu'un veut te donner un petit truc comme ça, bah tu vas courir dessus en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Je savais pas vraiment comment ça marchait les relations, donc dès que j'ai commencé à parler avec un garçon, après c'était avec 2, 3, 4. En même temps ? Oui, ça pouvait être en même temps. Okay. Ça pouvait être en même temps, même niveau âge, je savais pas en fait. Est-ce qu'on doit parler avec quelqu'un de notre âge ? Est-ce qu'on doit parler avec quelqu'un de plus grand, plus petit ? Je savais pas en fait. Donc c'est un peu parti dans tous les sens. Ça a commencé vers mes 16-17 ans. Ok. Donc voilà, j'ai commencé à parler avec beaucoup de garçons sur les réseaux et je m'accrochais à ça. Franchement, je pensais que j'aimais. Ok. Donc vers 16-17 ans, du coup, tu te réfugies vers les hommes. Et est-ce qu'il y a une relation qui a commencé réellement sérieusement à cet âge-là ? Non, ça se passait tout le temps mal. Et en fait, moi, j'étais sérieuse dans la plupart de mes relations. Okay. Mais la personne en face me donnait pas ce que j'attendais. Au début, peut-être que ça allait être bien, mais ça allait mal se terminer, parce que moi, j'avais des attentes. Et ça se passait pas comme je le voulais, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Il y a une relation qui s'est passée assez bizarrement. En fait, j'ai parlé avec un garçon. Et déjà, pour moi, c'était sérieux, mais pour lui, ça l'était pas. Plusieurs mois après, j'ai appris qu'il m'avait trompée, etc. Mais bref. Et en fait, j'étais prête à tout vraiment pour me faire accepter, pour me faire aimer. Donc un jour, il me dit qu'il a eu un problème, qu'il a besoin d'argent, etc. Donc moi, j'étais vraiment prête à tout en fait pour me faire accepter, pour aider les personnes. Donc je me suis dit, bon allez. Mais j'étais vraiment un peu crazy dans ma tête. Okay. Donc je me suis dit, là, il faut que je lui trouve une solution. Comme si j'étais Dieu en fait. Et donc je me suis dit, c'est soit je vends mon corps, soit je vends autre chose. Et du coup, j'ai vendu de la drogue. Genre vraiment, comme ça ? Non, ça s'est pas fait comme ça. Il y avait un garçon dans ma classe, je savais qu'il était dans des affaires bizarres, tu vois, un peu. Donc, je lui dis, voilà, je veux vendre. Au début, il me prend pas au sérieux. Après, il me dit, ok, je vais te mettre en relation, on va se voir avec le gars qui gère ça. On s'est vu dans un McDo, il m'a expliqué, ok, est-ce que t'es vraiment sérieuse et tout ? Tu sais que, voilà, tu peux te faire attraper à tout moment et tout, non, je sais pas quoi, donc... Okay. Moi, en fait, je rentrais de l'école. Et à ce moment-là, ma maman, elle avait pas trop confiance en moi, tu vois. Je sortais, des fois, je faisais des bêtises, donc c'est normal. Donc, elle était en mode, tu finis les cours, tu rentres à la maison. Donc moi, je suis pas rentrée direct, donc j'avais déjà ce stress-là. Mais je me suis dit, en fait,
limite, je préfère que ma mère me crie dessus plutôt que ne pas aider le gars avec qui je suis, tu vois. Donc c'est vraiment arrivé à un point assez grave. On va chercher le sac et tout. Il y avait plein de drogues. Il y avait des différentes drogues, du shit, de la bœuf. C'était caché dans un bâtiment, en fait, comme dans une cave, un truc comme ça. Et ils planquaient tout dedans. T'as pas eu peur quand tu l'as suivi? Honnêtement, non. Sérieux? Mais tu t'es pourtant, pas dit c'est un guet-apens? Non. En fait, moi, quand j'étais petite, j'aimais bien l'adrénaline. Ok. J'aimais bien les risques et tout, Ok. tu vois. Donc voilà. Donc on va chercher le sac. On met tout dans le sac de cours. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que ça sentait beaucoup. Donc un jour, il y a plein de gens qui me regardaient bizarrement. Et le jour, une anecdote. Le jour où j'ai récupéré le sac, c'était dans le sac de cours. Je prends le métro. Je vois au loin un policier avec les chiens là qui sont. Et il descend sur le quai. Et moi, j'attendais le métro. Et bon, je sais pas si je vais dire par la grâce de Dieu, mais par la grâce de Dieu, il y avait un autre escalier de l'autre côté. Donc moi, je me suis dit, Roman, là, c'est chaud pour toi. Donc, je pense que là, t'as pas le choix de sortir. Mais tu vois, je devais être discrète parce que, comme par hasard, tu vois, t'attends le métro, tu le vois et tout, tu pars directement, c'est suspect. Donc au final, j'ai réussi à sortir et voilà. Et après, j'ai planqué ça dans mes doudous. Dans tes doudous? Ouais. J'avais comme une cage avec plein de doudous, je savais pas où mettre en fait. Parce que moi je savais pas, mais en fait tous mes doudous ont pris l'odeur de la drogue, ouais. Et ta mère, elle a pas senti? Non, mais c'était très stressant. Je rentrais chez moi, je me disais est-ce que ma sœur ou ma mère l'a découvert? Est-ce que tu vois, surtout avec l'odeur et tout. Donc t'es restée combien de temps dans ce truc-là? Je suis pas restée longtemps, je suis restée 1 mois à peu près. Quand même? Ouais. Tous les jours t'allais vendre? Presque tous les jours, ouais. Donc tu allais de partout dans Paris, Île-de-France. Paris surtout. Paris surtout. Ouais. Donc t'as resté 1 mois là-dedans. Ouais. Combien t'as pu faire d'argent? Je préfère même pas dire. En fait, j'ai pas eu l'argent que je devais avoir. Parce qu'on t'a arnaqué? Ouais. Donc t'as récolté une grosse somme? Non. Même J'ai pas. beaucoup vendu. Par jour, je pouvais faire des 200 €, mais avec même pas 3-4 sachets. Mais ouais, non, j'ai pas récolté beaucoup. Donc tu récoltes l'argent des gens qui t'achètent. Toi, du coup, tu donnes une partie en fait au Mac. En fait, comment ça s'est passé, c'est que je lui donnais tout en fait. Déjà, je gardais beaucoup d'argent. Je le voyais pas tous les jours le gars, donc je gardais l'argent et après quand je le voyais, je lui donnais tout. Et c'est après quand j'ai arrêté qu'il m'a donné. Donc c'est à la fin du mois que tu récupères comme salaire quoi. Ouais. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous dire la somme que t'as pu récolter? C'était dans les même pas 300. Le gars là, en attendant pendant 1 mois, c'est toujours ton mec, il est où, il fait quoi? Non, on se calcule pas trop, il me calcule pas. Moi je cherche à le calculer, mais il me calcule pas. Bah si, c'est comme ça. Hein. Toi t'es prête à tout pour les gens même qui ne te donnent rien, qui ne te calculent pas ou quoi, mais du coup, non, on se calcule pas vraiment. Un peu comme ci, comme ça. Et après, du coup, je vais lui donner son Et il argent. sait que t'es dans ça? Non. Donc tu lui caches tout? Ouais. Il était dans quel problème, si c'est possible de dire ou pas? Il avait emprunté une moto à un gars de sa cité, un grand, et il l'a cassé. Donc il fallait réparer rembourser. la Ouais. moto. C'était Ouais. combien? 200, 300 en fait, c'est ça en fait. Ah, il faisait juste donner 300 balles? Ouais. Pour 300 € t'allais te Ouais. mettre là-dedans? Ouais. T'es pas allé travailler chez McDo? Non. Genre, toi t'as pensé directement. Mais Ouais. je pensais que c'était une somme. En fait, moi, ça 10 000 devait €, être en fait. rapide en fait. Et Mais je t'ai rapide, dit, il y a l'intérêt. j'étais dans les bêtises, j'étais dans la. Tu J'ai cherchais, pas en fait, tu réfléchi. cherchais à tester des limites. Ouais. Enfin, tu te Ouais. voyais pas comme oui, t'étais mais réellement, non, quoi. mais pas du tout, ouais. Ok. Ah, je me voyais pas du tout comme. Et tu voulais exister peut-être aussi? Ouais. Ok. Donc du coup, au bout de ce mois-là, tu donnes cet argent à ce gars. Mm. Il te dit quoi? Bah déjà, je vais jusqu'à sa cité. Je monte devant son appartement. Je lui donne l'argent. Il m'a même pas dit merci. Et il est rentré chez lui. Et moi, je suis rentrée chez moi. Ok. Il habite à 1 heure. Après ça, Après ça, moi, je coupe. Je me rends compte petit à petit que voilà, c'est un truc dans lequel je dois pas être. Donc, je coupe tous les ponts. Après, bon, comme la plupart d'entre vous, vous le savez, hein, les garçons, ils reviennent toujours à la charge, souvent. Donc, des fois, je retombais dedans. Après, ah c'est toi qui retombais?
Bah, mais lui, il revenait, il et toi, tu revenait, tombais. après moi j'acceptais et tout, mais après au bout d'un moment je me suis dit ok c'est pas normal, je dois pas accepter et tout. Et pour juste clore le sujet du coup de la drogue, toi t'as pu sortir rapidement? Ouais, par la grâce de Dieu, ouais. Ça s'est passé comment? J'ai dit au gars que je voulais arrêter, il m'a dit ok, il m'a donné mon argent et je suis partie. Et t'es partie? Ouais. Ok. Il y en a beaucoup qui arrivent pas à sortir comme ça. Ouais. Surtout t'es une fille, on peut te faire du chantage, on peut te dire... Tu vois. Puis toi t'étais une bonne proie parce que tu peux pas être soupçonnée en fait une fille comme toi. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il m'avait dit qu'avec toi ça va être facile en fait. On va t'envoyer dans plein d'endroits, ça va être facile. Ok. Tu vas pas te faire cramer quoi. Ok. Mais c'est vrai que je me suis jamais fait cramer. Ah ouais? Non, bah non. Les gens, des fois, me regardaient bizarre dans le métro parce qu'il y avait certaines odeurs, mais je me suis jamais fait attraper par la police ou quoi. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, j'ai donné ma vie à Christ en 2019. De base, moi, j'étais pas vraiment chrétienne. J'ai grandi dans une famille où on n'a pas été éduqués dans la foi. Ok. Donc, je connaissais rien à tout ça. Et un jour, je suis arrivée à l'église avec une amie. J'ai bien aimé. L'atmosphère vraiment était vraiment comme remplie d'amour, tu vois. Et c'était là où je cherchais ça chez les hommes. Mais en fait, c'était toujours voué à l'échec. Parce que y a que Dieu qui peut donner ça, tu vois. Il y a que Dieu qui peut te remplir, qui peut combler ce vide et tout. Et quand t'es allée à l'église pour la première fois, tu venais en cherchant quelque chose, tu venais avec quand même beaucoup d'appréhension parce que t'as pas grandi du tout là-dedans, quoi. Je venais sans rien chercher. Ouais, comme ça. Je suis juste venue comme ça. Parce que t'as accompagné ton ami. Ouais. Parce que je savais qu'il y avait un peu du gospel comme ça. J'aimais bien Ça dansait. la musique. Ouais, voilà. Ok. C'est tout. Ok, et donc t'as été touchée par l'amour que t'as ressenti là-bas, en fait. Ouais. Ouais, même l'accueil. Enfin, tu sentais vraiment que c'était une famille, en fait. Là, on arrive en 2021. 2021, je rencontre quelqu'un. Du coup, encore un garçon. On se voit. Relation très impure, très dans l'impudicité, quoi. Je tombe enceinte. Un mois après, même pas. Je tombe enceinte, je prends du temps à le dire à ma mère, parce qu'à ce moment-là, j'habitais plus avec mon papa. Je le dis à ma sœur et à ma mère. Ma mère n'accepte pas du tout, donc elle me fait comprendre que je dois avorter. Elle me fait comprendre que je dois pas garder l'enfant, etc. Donc ça a été très dur pour moi. Ça a été très, 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 très compliqué parce que moi, je savais pas quoi faire. Je me disais que la meilleure des solutions, c'était de garder l'enfant, parce que pour moi, c'était impossible de lui enlever la vie. Donc ça a été une période très compliquée. Une vingtaine de jours après, accident de voiture, je me fais renverser. Ça a été une période très 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 compliquée. Je pouvais pas marcher, je pouvais pas plier ma jambe, je pouvais rien faire. Ma jambe gauche, je pouvais rien faire. Donc t'étais dépendante des gens là où tu vivais? J'étais en fauteuil et ma pote, si elle me sortait pas, je devais rester chez moi, quoi. Ok, donc toi, tu viens d'avorter, d'avoir un accident qui a failli te coûter la vie, mais il faut que tu continues à vivre, quoi. C'est ça. Et t'es plus avec le gars? Non. Évidemment. Non, je suis plus avec lui. Quand je lui annonce, limite, il accepte pas, il reconnaît pas, donc... Ok. Donc après ça, qu'est-ce qui se passe? Le 31 décembre 2021, je me dis que c'est soit je passe mon nouvel an à l'église, ou soit, limite, c'est la mort pour moi, quoi. Parce que cette année, vraiment, c'était chaud. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête, en même pas moins de 2 mois, en fait. J'étais pas prête à ça, donc... Ouais. Ok, donc, pour faire un état des lieux de toi, ton psychologique à ce moment, tu manques d'amour, t'es en dépendance affective, tu t'es dans le rejet, la peur de l'abandon. Beaucoup de rejet. Beaucoup de rejet. Beaucoup. Il y a la dépression aussi. La dépression aussi? Ouais. Ouais, en fait, c'est un Mais tableau noir. j'en ai été délivrée par la grâce de Dieu. Amen. Ouais. Ok, donc c'est un tableau noir qui est dressé en 2021. Ouais. Ok. Tu vas à l'église. Est-ce que après il y a eu des changements ou quand même t'es pas ancré du tout, quoi? Il y a eu quelques changements quand même. D'accord. Il y a eu quelques changements. Du coup, 2022, ça a été l'année où je suis passée par les eaux du baptême. D'accord. Ah bah quand même, il y a eu des changements. Ouais, quand même. J'ai quand même voulu me rapprocher de Dieu quand même. C'est avec tout ce qui s'est passé, là tu te dis entre guillemets t'as pas le choix, quoi. Il y a que Dieu vraiment qui peut t'aider. Donc je passe par les eaux du baptême, je suis trop contente et tout, vraiment nouvelle naissance et tout. Mais je suis toujours un peu dans la dépendance affective, dans les blessures. Je suis pas guérie du rejet, de tout ça et tout. Et du coup 2023, c'est là où je rencontre la relation qui s'est terminée par de la violence. Ok, alors 2023, je rencontre un garçon. Pour moi, c'est qu'un simple ami au début. On commence à beaucoup traîner, beaucoup faire de sorties ensemble, donc le quotidien, ça rapproche.
Au final, on rentre dans une vraie relation ambiguë. Je vais chez lui, je dors chez lui, je dors un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines. Ma mère, elle me voit plus du tout à la maison. Elle se demande qu'est-ce qui se passe en fait. Est-ce que même elle a fait quelque chose de mal ou quoi? Mais non, c'est juste parce que il y avait cette relation qui prenait le dessus sur tout parce que il prenait entre guillemets soin de moi. Il m'achetait des trucs à manger, voilà. Et il donnait de l'amour. De l'amour. Enfin, à cette période-là que tu considérais comme étant de l'amour. L'amour, ouais, c'est ça. Donc voilà. Un jour, du coup, le jour où entre guillemets tout a basculé, c'était une nuit comme ça où on était ensemble. J'étais chez lui et en fait, j'ai vu quelque chose sur son téléphone. En fait, il parlait à plein de filles. En fait, je me rendais compte qu'il n'était pas du tout sérieux avec moi, alors que c'est pas du tout ce qu'il montrait. En fait, il montrait qu'il était jaloux, il fouillait beaucoup dans mon téléphone, il était beaucoup possessif. Limite, ça devenait genre de la jalousie maladive, quoi, tu vois. Donc, c'était pas du tout sain. Donc, ce soir-là, je découvre qu'il y a plein de filles sur son téléphone. Donc, j'arrache son téléphone. Je t'explique vraiment la scène. J'arrache son téléphone. Et pour lui, c'est inconcevable. Pour lui, c'est inconcevable que j'ai son téléphone entre les mains. Parce qu'il faut savoir que moi, il fouillait dans mon téléphone. Mais moi, dès que je m'approchais de lui, de son téléphone, il se cachait ou quoi, tu vois. Mais moi, je me cacher. Oui, mais moi, je me disais pas que c'était par rapport aux filles. Je me disais qu'il était peut-être dans des affaires bizarres et tout, tu vois. Peut-être avec la drogue, j'en sais rien, tu vois. Encore, tu vois. Et au final, non. Donc, ça se passe très mal. Pour lui, c'est inconcevable que j'ai son téléphone entre les mains. Donc, il décide tout simplement de m'étrangler. Il m'attrape par le cou. Moi, je garde son téléphone. Quand même, je suis prête à tout pour garder son téléphone. Il voit que j'ai encore son téléphone entre les mains. Et en fait, tellement qu'il m'avait étranglée, tellement que la force était présente, j'avais plus de force du tout dans mon corps. Donc, le téléphone est tombé tout seul, quoi, de ma main. Et après, il a continué. Bon, je te passe les détails. Il a continué et tout. Et c'était une scène assez violente. Il a continué? Ouais, il a continué. Alors que tu respirais quasiment plus, du coup. Ouais, en fait, ça s'est arrêté parce que, entre guillemets, moi, je l'ai décidé, mais sinon, il m'aurait tué. Parce que tu sais, en fait, sur le moment, c'est vraiment l'adrénaline, en fait. Tu te dis, là, c'est une question de vie et de mort. En fait, je sais pas comment on dit ça, c'est vraiment genre... en fait, là, c'est soit tu te dis que tu restes dans cette situation et ta famille va apprendre que t'es morte dans cet appartement à 1 heure de chez toi, alors que t'es censée être chez ta pote en train de dormir, ou soit en fait là tu décides de t'en sortir et c'est l'instinct de survie en fait. L'instinct de survie, donc je décide de faire ce que je connais, je tape 3 fois sur le lit comme dans les combats de boxe et tout. Je peux pas faire autrement parce qu'au début il m'étranglait, mais après en fait il avait mis un coussin sur ma tête et il avait mis son corps, le gars il faisait au moins 2 mètres littéralement, donc il avait mis genre son genou genre sur mon dos pour vraiment que je puisse pas bouger. À ce moment-là, tu te dis, mais en fait, le gars, il fait ça pour son téléphone ou parce qu'il veut te tuer? Parce que son téléphone, moi, je l'avais plus. Donc, il me lâche. Bizarrement, il me lâche. Et je sais pas pourquoi, mais je fonce dans la salle de bain. Je fonce dans la salle de bain pour me regarder. Et là, je me reconnais pas. Il y a comme des vaisseaux qui avaient pété, quoi, qui avaient éclaté et tout. Donc, mes yeux, ils étaient tout rouges à l'intérieur, là. Sur mon visage, il y avait genre... tu sais, on t'étrangle. Il y a ton sang qui remonte sur tout mon visage. J'avais des points rouges et tout, sur mes yeux, partout. Bref, je me reconnaissais pas. En fait, j'avais jamais atteint ce niveau de violence-là, tu vois. J'avais des bleus au niveau du torse et tout. Et après, j'avais très mal dans les côtes. Mais ça, c'est des trucs qui se voient pas physiquement, c'est à l'intérieur. C'est comme des hématomes, mais à l'intérieur, tu vois. Donc, Ok, et du coup, tu décides quand même de sortir de l'appartement? Ouais, mais il m'enferme. Il t'enferme? Ouais, il m'enferme. En fait, il avait l'habitude de m'enfermer des fois quand il sortait comme ça pour son plaisir. Donc à ce moment-là, je pense qu'il s'est dit, là, je viens de lui faire ça, elle va pas revenir. Elle va pas revenir, donc je dois vraiment faire en sorte que... Je sais pas ce qu'il a eu dans sa tête, mais il m'a enfermée. Donc moi, je me suis dit, le seul moyen qui fait que je peux m'en sortir et sortir de cet appartement-là pour ne plus jamais le voir ou quoi, c'est de l'amadouer, faire genre que je vais dans son sens, tu vois. Parce qu'il essaie de me faire des câlins et tout, mais moi ça me dégoûtait, ça m'écœurait. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon allez, je vais aller dans son sens. Au final, il m'ouvre et je peux sortir de l'appartement. Je rentre même pas chez moi parce que je vais voir une pote en gros, parce que j'avais sa voiture. Et dès qu'elle me voit, même sans parler de mon état physique, parce que je me suis cachée un peu avec ma capuche et tout pour pas qu'elle me voie, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc après voilà, les prochains jours j'ai arrêté de le calculer, mais j'étais quand même dans le déni, je comprenais pas trop ce qui s'était passé. Pour moi c'était pas forcément si grave que ça, j'étais pas morte, j'étais toujours là, donc
Donc voilà, et après, il m'a harcelée pendant 1 an. Pendant, ouais, même un peu plus d'1 an, il m'a harcelée, mais vraiment, c'était un harcèlement très fort. Il m'appelait tous les jours, avec des numéros masqués, avec des nouvelles puces, avec les numéros de ses potes, et j'imagine. Mais en tout cas, il m'appelait tout le temps. Par nuit, je recevais des 30 appels, la journée pareil, etc. Et ce qui m'a permis de sortir de cette relation, du coup, c'est d'en parler à une connaissance qui est devenue vraiment un réel frère pour moi. Mais je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, je me suis confiée. Personne n'était au courant. Parce que je savais que si je le disais à mes amis, bah déjà même en étant dans la relation, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savaient autour de moi, tu vois. Parce que je savais que c'était dans un truc malsain. Je pense que je me suis sentie à l'aise parce que c'était quelqu'un de l'extérieur. C'était pas quelqu'un dans mon entourage. Donc je me suis sentie libre de lui raconter. J'ai même pas raconté les violences. Il m'a dit... J'ai à peine raconté le quart de ce qui se passait, en fait. Il m'a dit, mais tu sors de là tout de suite, en fait. C'est pas du tout pour toi. C'est un pervers narcissique. C'est n'importe quoi, en fait. Donc... ça n'a pas été facile, hein, mais je suis sortie. Il avait essayé de me revoir, on s'était revus, etc. Mais au bout d'un moment, vraiment, je me suis dit, il faut que je coupe tout, en fait. Il faut que je coupe tout. Donc, t'es sortie de là comment ? Bah, grâce à cette connaissance à l'époque, en fait. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé, genre ? Parce que, en vrai, il t'harcelait, etc. Donc, qu'est-ce qui a fait que ça s'est stoppé ? Bah, déjà, j'ai arrêté de répondre, parce que des fois, je répondais. Ok. J'ai arrêté de répondre. En fait, j'ai posé des actes, j'ai arrêté de lui répondre, je l'ai bloqué de partout. Des fois, il venait en bas de chez moi la nuit et tout, rester comme ça. Mais je le calculais pas, en fait. Je faisais en sorte qu'il n'existait plus pour moi pour lui montrer que bah, y a plus aucun accès à ma vie, en fait. Mais ça a été compliqué parce qu'un an, c'est long. C'est très long. Donc voilà. Ok. Après tout ça, enfin, là, on refait un petit point sur toi, comment tu te sens. Est-ce que t'es toujours en dépression ? Pas du tout. Donc tu l'es plus, c'était quoi qui t'a fait sortir de la dépression ? Dans mon église, il y avait un temps pour les femmes. Et un moment de prière comme ça. Et je devais même pas y être. On m'a donné une place comme ça, on m'a invitée. Et on a prié. Et en fait, ce qui a changé, c'était même pas le fait de dire, le fait de prier ou quoi, c'était vraiment d'un cœur sincère. Que vraiment, je voulais sortir de là. Et j'ai totalement été délivrée de la dépression ce soir-là. Et depuis, plus jamais, depuis... ça s'est passé en 2023, bah, ça fait au moins 2 ans. Ça fait 2 ans, j'ai plus jamais été en dépression. Oh, par la grâce de Dieu. Ok, donc la dépression, c'était terminé, déjà à cette période. Est-ce que du coup, il y avait toujours le sentiment de rejet ? Un peu, ouais. Ouais, toujours. D'abandon ? Mais à l'heure actuelle, non. Ouais, mais là, on parle de juste après la fin de la relation. Ok. Donc un an après, en fait, quand t'as fini de te faire harceler, etc., tu le calculais plus. Ok. Là, t'étais toujours dans une période aussi où t'avais la peur de l'abandon. Un peu, ouais. Un peu. Tu avais besoin toujours d'amour, de chercher l'amour. Ok. Donc, mis à part la dépression, tout le reste, ça existe encore. Ouais. Qu'est-ce qui te fait sortir de ça ? Et qui te sauve, en fait ? C'est vraiment de me consacrer à Dieu. Donc 2024, ça a été mon année de consécration et ça a été une année de brisement aussi parce que tu passes du tout au tout en fait. Tu décides de vraiment Seigneur, vraiment je te laisse toute la place. C'est toi qui vas réussir à opérer ce changement, à me sortir de toutes ces choses, de toutes ces blessures. Et c'est pas facile, mais avec Dieu tout est possible. Amen. Ok, donc prière, méditation. Ouais. Entourage. Surtout l'entourage. C'est ce qui a tout changé. Tout changé. Ok, ouais, parce qu'en fait, depuis le début, finalement, c'est aussi l'entourage qui t'a emmené dans les ténèbres, quoi. C'est ça. Ok, et donc 2024, t'es restaurée de tout ? Ouais. Waouh. Restaurée de tout. Tout. J'ai envie de dire, il y a juste un point qui est encore à finaliser, c'est un peu tout ce qui est impulsivité et tout, pensée et tout, mais franchement, tout ce qui est dépression, tristesse, angoisse, pensée sombre, pensée suicidaire, tout ça, c'est fini. Waouh. Ok. Grâce à Dieu. Au final. Donc, donc tu veux vraiment témoigner que toi, ce qui t'a aidé, c'est juste de te rapprocher de Dieu, en fait, d'un cœur sincère, parce que t'étais au bout... Enfin, dos au mur, quoi. Ouais. Dos au mur, ok. Et l'entourage. Ouais. Dieu, l'entourage. En fait, t'as changé toute ta vie, quoi. Ouais. En vrai. Avec les garçons, c'est comment ? Bah, aujourd'hui, je suis plus du tout dans la dépendance affective. Je cherche plus l'amour des hommes.
Waouh, transformé quoi. Ouais, je cherche plus l'amour des hommes, c'est fini. Waouh, ok. Quel témoignage. Franchement, quand on regarde tout le parcours, t'as eu peu d'années où t'as pu respirer. Enfin, en fait, il n'y en a eu aucune. Ouais. Il n'y a eu aucune année où t'étais tranquille. Enfin, si ce n'est quand t'avais peut-être 5 ans, tu vois. Donc, ouais. Donc voilà, et c'est seulement maintenant que tu peux témoigner que t'es sortie de tout ça et que c'est possible. Et c'est ça surtout qu'on retient. Parce que du coup, les personnes qui vont nous regarder, c'est sûr qu'il y en a qui passent par ce que t'es passé. Ouais. Là, toi, t'es passé, si je fais un recap global, t'es passé par le manque d'amour, un foyer qui n'était pas super stable au final, les mauvaises fréquentations, les relations abusives, la drogue, les relations violentes, l'avortement. Et tout ça, là, en une année, Dieu t'a sauvé. C'est incroyable. Incroyable. C'est miraculeux, vraiment. Ah ouais. Ah, comme quoi tout est possible. Ouais. J'ai mis le tableau tout est possible derrière, c'était pas du tout... c'est juste parce que je le trouve beau, donc voilà, mais en fait c'est réel. Tout est possible en fait avec Dieu. Vraiment. Waouh. Bon, bah, je pense qu'on peut clôturer l'épisode. Merci pour ton témoignage. Merci pour ton invitation. Et de rien, c'était avec plaisir. Et j'espère que ça aura aidé beaucoup de personnes, femmes comme hommes, parce que là ça touche tout le monde en fait, réellement. Et vous voyez que la solution là pour elle ça a été Dieu, très clairement. Et l'entourage. Entourez-vous de bonnes personnes. C'est surtout ça en fait. Bon. Merci à tous. On vous laisse liker, commenter, surtout partager. Votre partage servira vraiment parce que ça peut atteindre beaucoup plus de personnes. Vous pouvez envoyer à des amis qui sont dans ce genre de situation, ou pas d'ailleurs, à vous abonner à POV+, parce que ça y est, POV revient. Cette année, il y aura beaucoup de témoignages par la grâce de Dieu. Et allez voir sur l'Instagram de One of God pour justement vous procurer de magnifiques tableaux qui vous rappelleront tous les jours votre valeur et qui peuvent aussi permettre d'évangéliser au quotidien chez vous, juste avec des affiches qui seront personnalisées. Merci Romane. Merci à toi. Et puis peut-être à bientôt. Yes.